Bonjour à tous. Donc, dans cette première table ronde, comme l'a rappelé Hervé Demailly tout à l'heure, nous allons donc examiner les risques pris par les journalistes sur le terrain. Alors, c'est différents types de risques et différents types de terrain. Bien sûr, nous évoquerons la question des reporters de guerre et l'actualité récente, hein, et notamment, même si c'était pas à proprement parler des reporters de guerre, mais ce sont des journalistes qui étaient sur des terrains de guerre, hein. Je pense évidemment à ce qui s'est passé avec les deux journalistes espagnols au Burkina Faso, donc qui nous rappellent ce type de situation. Ce sont aussi des journalistes travaillant sur des terrains de tension, hein, différents types de terrains de tension. Mais pas seulement, hein, il peut être dangereux de travailler, y compris dans nos vieilles démocraties, hein. Ça peut se passer au coin de la rue, tout près de chez nous, sur certains sujets. Et puis, nous évoquerons, comme Florence Lecam l'a fait à l'instant, le fait que pour les femmes journalistes, il n'est pas toujours facile, effectivement, d'exercer leur métier. Jacqueline. Oui, c'est pour ça que nous avons invité 3 femmes journalistes et un homme seulement, pardon Anthony. Ces 3 femmes journalistes, donc Aline Leclerc, qui est journaliste au Monde et qui a couvert la crise des Gilets jaunes, une crise qui a été très longue, interminable même, et assez atypique. Nous attendons donc Estelle Henry qui va arriver en cours de table ronde, qui elle est pigiste à RMC et à RMC Découverte, et qui, étant appelée à exercer son métier en région, doit traiter de sujets différents, variés, et donc elle est confrontée à d'autres types de risques. Catherine Monet, aujourd'hui à Reporters sans frontières, après avoir été grand reporter, correspondante pendant 15 ans dans une grande radio internationale qui est Radio France Internationale. Et à leur côté, très précisément à partir de Bruxelles, donc, Anthony Bélanger, journaliste, historien, syndicaliste et surtout secrétaire général de la Fédération internationale des journalistes, il nous en parlera tout à l'heure. Et ce sont 600 000 journalistes répartis dans presque 150 pays. Donc avec Anthony, on aura une vision très large des différents risques que confrontent les journalistes sur des terrains, effectivement, puisque le thème de notre table ronde à nous, c'est journalisme de terrain, les risques de terrain. Voilà, Jean-Marie, je te laisse lancer Aline. Bonjour Aline, effectivement, vous étiez reporter, vous êtes reporter au Monde. À l'époque, sur toute la période du mouvement des Gilets jaunes, vous étiez à l'époque rattaché plutôt au service politique, hein, et vous avez été amené donc à traiter sur toute la durée les manifestations. Peut-être aussi être amené à rencontrer un certain nombre de groupes de Gilets jaunes, notamment sur ce qu'on a appelé les ronds-points. Alors concrètement, comment pour vous, reporter, vous avez rapporté sur ce mouvement, sachant à la fois son hétérogénéité, sa diversité, et effectivement, comme ça a été rappelé par Jacqueline, comme ça a été rappelé par Florence et par Hervé, la durée aussi de ce mouvement. La précision, je pense, par rapport au sujet qui nous concerne, c'est que moi, je suis une reporter qui traite des questions économiques et sociales. Donc, le poste qui avait été créé au service politique cette année-là, d'ailleurs, c'était un poste qui avait pour but de voir un peu quel était l'impact des réformes économiques et sociales dont on savait qu'elles allaient être importantes du quinquennat sur le quotidien des Français. Donc évidemment, quand on sent monter ce mouvement des Gilets jaunes, disons que c'est moi qui le vois et c'est moi qui le suis, hein, mais donc je pars bien de questions économiques et sociales au départ. Et en fait, si je vais avoir une première rencontre d'abord sur un parking de supermarché en Seine-et-Marne, pour voir une réunion de préparation de ce qu'allait être le 17 novembre. Donc, où il y avait, ça a été ma chance, c'est de tomber sur une rencontre entre Gilets jaunes, donc d'avoir pu les entendre se parler, voir les questions qui se posaient en présence de ce qui allait être des, entre guillemets, leaders du mouvement, puisque c'est jamais comme ça qu'ils vont vouloir se revendiquer, donc Éric Drouet et Priscilla Ludowski. Et donc, j'avais eu, avant la manif du 17 novembre, un avant-goût de ce que ça allait être, qui positionnait en effet le mouvement sur des questions économiques et sociales, de revendications autour du pouvoir d'achat,
de gens qui n'avaient jamais manifesté. Ça va être très important dans ce qu'on va raconter après. Donc, de gens qui n'avaient jamais manifesté et qui ne votaient pas. Et c'était sur le premier groupe que j'avais vu d'une vingtaine, trentaine de personnes. C'était un point commun très, très saillant. Arrive donc le 17 novembre où à la rédaction, on ne savait absolument pas ce qui allait se passer, au point que des gens pensaient même que rien n'allait se passer en fait. Donc le 17 novembre au matin, il n'y avait pas de rendez-vous et ça va être un des problèmes d'ailleurs du mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'il n'y a jamais de rendez-vous très clair. Hein, c'est pas des manifestations dans leur forme habituelle. Donc, on se retrouve un peu sur les Champs-Élysées. L'avantage des Gilets jaunes, c'est qu'ils se voient, hein, puisqu'ils avaient tous leurs gilets jaunes. Et donc, on voit des petites grappes comme ça qui commencent à s'amalgamer. La première journée, c'est presque une manifestation atypique, mais c'est une manifestation relativement calme, où donc les gens se rencontrent eux-mêmes, se comptent en fait, et où donc on retrouve un peu les paroles que j'avais eues par le passé. Au terme de cette journée, ce qui va se passer, c'est que c'est un mouvement qui n'est pas constitué, donc il ne sait pas très bien quel est l'objectif de cette journée. Et donc, un peu comme ça, l'objectif, c'est une des choses d'ailleurs qu'Éric Drouet avait dit, que j'avais écrit dans mon article, c'était l'objectif, c'est l'Élysée. Ce qui est un peu flou en fait, hein, dans leur tête, je pense. Et donc, comme le mouvement était complètement sous-estimé par les forces de l'ordre, ce jour-là, en effet, ils approchent à 200 mètres de l'Élysée. Plusieurs fois, d'ailleurs, le 17 novembre, ils vont jusqu'à l'Élysée. Puis, comme ils savent pas quoi faire, puisqu'il y a des barrages de police, ils repartent. Ils occupent la Concorde. Puis, ils repartent à l'Élysée. Puis, ils reviennent. En fin de journée, les forces de l'ordre décident de sonner la fin de la récréation. Et donc, ils vont arroser toute la rue du faubourg Saint-Honoré de gaz lacrymogène. Donc, pas parce qu'il y a des violences, mais parce qu'à un moment, il faut que ça s'arrête et qu'il faut disperser la manifestation. C'est un moment assez important parce que c'est ce qui va fonder en fait une sorte de surprise en fait des Gilets jaunes, dont je redis que c'est la première fois qu'ils manifestent, dont beaucoup sont très proches des forces de l'ordre. Hein. C'est très présent dans leur discours que les forces de l'ordre, il y en a dans leur famille, il y a beaucoup d'enfants de gendarmes, des fils de militaires, leur oncle est CRS, leurs cousins, leurs fils. Donc c'est quelque chose c'est une catégorie dont ils se sentent très proches, dont ils sont sûrs qu'ils vont d'ailleurs les rejoindre. C'est quelque chose qu'ils pensent. Et là, il y a une surprise ce jour-là, de voir qu'en fait, la réponse qui leur est donnée, ce sont des lacrymogènes. De ça va naître en fait une sorte de radicalisation très rapide des gens qui sont là, en disant tiens, c'est ça la réponse qu'on nous donne. Parce que je répète, c'est des gens qui n'ont pas les codes des manifestations. La fois d'après, le 24 novembre, c'est beaucoup plus spectaculaire puisque en fait, il va y avoir des barricades qui vont être montées, pas par eux, par des gens beaucoup plus habitués à ce genre de manifestation sur les Champs-Élysées. Donc, il y a quand même un feu au milieu des Champs-Élysées, ce qui est quand même spectaculaire. C'est des images maintenant qu'on a vues, mais il faut se remettre dans le contexte de l'époque. C'était complètement inédit. Et là, moi, je suis là et je cherche, puisque tout le monde m'a dit qu'il était non violent, je cherche des gens qui désapprouvent, en fait. Je me dis, il va y avoir tout de suite une scission. En fait, je ne trouve personne. Je vais voir d'ailleurs les gens, j'allais dire, c'est un peu une caricature, mais quand on est journaliste dans une manifestation, on fait un peu du délit de faciès. Je vais voir les gens qui sont, je dirais, les plus propres sur eux, les dames qui sont les plus élégantes, qui me semblent le plus éloignées de ce type d'approche. Et je ne trouve personne pour condamner ces violences. Les gens disent, je n'y participe pas, mais je comprends les gens qui font ça, puisque personne ne nous écoute, puisqu'on nous répond que par des lacrymogènes. Il va y avoir de nouveau des très, très grosses nuées de lacrymogènes ce jour-là. Et en fin de journée, tous les gens que je rencontre me disent, je reviens la semaine prochaine équipé, voilà, avec des masques, etc. Donc, c'est un tournant. Après, il se passe évidemment le 1er décembre. Et je me rappelle très bien qu'après le 1er décembre, dont on se rappelle qui était, moi, jusqu'ici, je n'étais en manifestation qu'habillée complètement normalement, avec aucun matériel, même pas du sérum physiologique pour les lacrymogènes, mais je veux dire aucun produit décontaminant. Je n'ai pas de casque. Je n'ai pas de masque. Je veux dire, nous n'avons rien du tout, en fait. Aucun équipement n'est prévu à la rédaction pour ce type d'événement. Et au lendemain du 1er décembre, moi, je vais voir ma rédaction. Il n'y a pas que moi qui traite ces manifestations. J'ai un peu le lead sur les papiers dans le journal, mais sur les manifestations, comme on fait des lives au journal, on est très nombreux. Et on va voir et on dit, nous, on voudrait, moi, pour le 8 décembre, je vais être équipée. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas si on va être encore dans une autre escalade de violence. Donc, moi, je veux être équipée. Donc, c'est quelque chose qui est entendu tout de suite
par la direction de la rédaction qui va donc se mettre en quête d'acheter des casques à Decathlon. Enfin, c'est un truc un petit peu burlesque, hein, presque. Qu'est-ce qu'il faut On vient me voir, qu'est-ce qu'il faut? Ben moi, je ne sais pas ce qu'il faut. Je sais pas, peut-être un casque comme ça. Il faudrait un masque qui protège un peu, un masque de bricolage. Tu crois que c'est bien? Bah peut-être, c'est bien. Je sais pas. Moi, je suis pas une experte. Et en fait, je me rappelle très bien de la réaction d'une partie de la rédaction, de gens qui ne sont pas allés sur le terrain. Je me rappelle d'une collègue que j'aime beaucoup, qui est une journaliste très expérimentée, que j'estime énormément, et qui me dit « Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de casque, là? C'est ridicule. On n'est pas BFM TV. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on va aller se mettre des casques ?» Je lui dis « Mais attends, je pense que tu ne te rends pas compte de comment se passent les manifestations. Il y a des jets de projectiles. Il y a des jets… C'est pas le problème des lacrymogènes, c'est les jets de projectiles. Et c'est le problème des manifestations de gilets jaunes, ça peut arriver de tous les côtés. C'est-à-dire, comme c'est des petits groupes, vous pouvez très bien avoir un petit groupe d'un côté et tout d'un coup un assaut des forces de l'ordre et vous faire rattraper alors que vous, dans une ruelle où vous pensez être au calme. Ça m'est arrivé plusieurs fois. D'autant plus que nous, pendant les manifestations, on nous demande d'envoyer régulièrement, en fait, à la rédaction des petits comptes rendus, soit par tweet, soit par… Donc ça vous demande de vous concentrer sur ce que vous êtes en train d'écrire et donc de perdre le suivi de la manifestation. Ce qui, en fait, crée ce nouveau risque qui est dans quelle mesure je me mets en danger au moment où j'envoie ce tweet. Je me rappelle de la manifestation du 16 mars, qui était une des manifestations les plus violentes du Champs-Élysées. À chaque fois que j'essayais de me mettre à l'abri quelque part, la vitrine qui était derrière moi était brisée. Donc, à chaque fois, je me mettais à l'abri et je me rappelle d'avoir reçu un message de quelqu'un de la rédaction qui, lui, dans sa bulle, me disant au cours de tes pérégrinations, est-ce que tu peux demander aux gens s'ils sont plutôt stop ou encore pour qu'on fasse un papier dans les jours qui viennent. Et vous imaginez le décalage. Vous êtes là au milieu d'une manifestation en train de vous dire où est-ce que je me mets pour pas prendre un bout de verre parce que ça pète de tous les côtés et on vous demande si les gens sont plus stop ou encore. J'avais juste répondu, je crois que les gens sont plutôt encore autour de moi. Vous voyez? Et donc, ça a été aussi une des difficultés, c'est-à-dire le peu de visibilité de la compréhension de la manifestation. Je me rappelle une photographe de guerre du journal Laurence G qui m'avait dit une fois le 8 décembre, je me rappelle, elle m'avait dit c'était un peu du second degré, évidemment, mais elle me disait, j'ai presque plus peur dans les manifestations qu'en Syrie, parce qu'en Syrie, je sais où est le front, je sais d'où ça tire. Et c'est vrai que le problème des manifestations de gilets jaunes et en face de la réponse des forces de l'ordre, c'est qu'à aucun moment, vous ne vous sentiez en sécurité. Je rappelle que le 16 novembre 2019, dans une des dernières grosses manifestations, place d'Italie, il y a un gilet jaune qui prend une grenade lacrymogène dans la figure. Il est à presque 1 kilomètre du point chaud de la manif. Il est en train de rigoler et de discuter avec ses collègues. J'avais essayé aussi de dire ça à mes collègues pour leur dire, vous comprenez bien que le risque, c'est pas… Parce qu'on me disait, mais t'as pas à aller… c'est toute une question d'ailleurs, où est-ce qu'on doit se positionner? Est-ce que mon travail de journaliste écosoc, c'est d'aller voir les violences et de savoir ce qui se passe? Ou est-ce que c'est de rester en arrière et d'entendre les revendications des gens? Et on m'avait dit, mais… Ton travail, ce n'est pas, on va envoyer des journalistes police-justice. Ton travail, c'est pas d'aller voir, c'est pas forcément d'aller voir ce qui se passe au moment le plus chaud. J'avais dit, mais le risque, il n'est pas forcément au moment le plus chaud. Une lacrymogène, ça se projette. Une Guillef 4, ça se lance. Et comme en plus, au bout d'un moment, les gilets jaunes ne vont plus mettre leur gilet, même ce signe distinctif qui à distance permettait aux forces de l'ordre de nous identifier très clairement comme n'étant pas gilets jaunes, on va le perdre. Donc voilà, ça a été je dis souvent ça, mais ça a été vraiment une très très grosse machine à laver cette année-là, aussi de décalage, je pense, avec ceux qui vivaient ça tous les week-ends, les journalistes qui vivaient ces moments quand même assez compliqués, parce que c'était difficile aussi de travailler dans la sérénité, d'essayer de rester carré sur son travail quand vous travaillez dans cette espèce de chaudron permanent, quoi, auquel on a été préparé. Voilà. Et je rajouterai une chose, c'est qu'à la fin de cette année-là, au printemps, j'ai été contactée, et malheureusement, j'ai pas retrouvé quel organisme, un organisme étranger qui faisait une enquête sur les journalistes, puisqu'au moment, il y avait les manifestations à Hong Kong, il y avait voilà, tout un tas de manifestations, et ils interrogeaient des journalistes dans le monde entier pour voir un peu leur pratique. Et il me dit, mais vous avez, quel type d'équipement vous avez? Alors, je me rappelle, je lui dis, on a un casque, etc., mais il m'avait sorti tout un tas, mais on ne vous a pas proposé ça, on ne vous a pas proposé ci, est-ce que votre rédaction vous a proposé de faire un stage de comment gérer, je crois qu'il y a un stage qui s'appelle se comporter en situation de péril, etc.
Et c'était pratiquement à ce moment-là que j'ai pris conscience qu'en effet, il faudrait qu'à l'avenir, on se prépare désormais, qu'on forme en fait les gens, les journalistes qu'on envoie, à comment voilà, comment on comprend une manifestation comme ça et comment on la gère. Voilà. Pardon, je suis un peu longue, excusez-moi. D'accord, merci. Vous avez abordé déjà pas mal de sujets que je voulais, enfin, sur lesquels je pensais vous relancer. Juste peut-être un point sur lequel, parce que ça m'avait beaucoup frappé lorsque vous participiez au séminaire de journalistes qui avait eu lieu à Paris, hein, sur la question du traitement du mouvement. Vous aviez beaucoup insisté sur cette question de la coupure. Alors, c'est vrai, la coupure par rapport à parfois à l'incompréhension ou au décalage par rapport à votre hiérarchie. Vous parliez aussi par rapport à vos collègues, mais parfois aussi à certains moments, et ça m'a frappé parce que dans d'autres cas, dans d'autres séminaires, ce phénomène était revenu aussi, coupure par rapport aussi un peu à l'ambiance dans la rédaction. Est-ce que peut-être vous avez aussi ressenti ça? Disons que je pense qu'une partie des... Enfin, c'est vrai qu'il y avait un décalage, si vous voulez, parce que il y a eu un décalage entre nous, ce qu'on pouvait voir et vivre le week-end et le reste de la rédaction. Et c'est vrai que c'est assez rare. Mais je veux dire, c'est pareil, quand je sortais de la manifestation, si vous voulez, que je voyais le reste de l'ambiance parfois à quelques centaines de mètres, où les gens prenaient des verres en terrasse des cafés, alors que de l'autre côté, les gens risquaient leur vie. Hein. Enfin, je veux dire, il y avait vraiment quand même des très grosses tensions. Il y avait quand même un énorme décalage. Et c'est vrai qu'avec la rédaction, c'était un peu pareil. C'est-à-dire, vous avez quand même vécu un samedi très éprouvant. Enfin, je veux dire, moi, je partais le matin en me demandant si j'allais revenir en un seul morceau, mais c'est pas, je sais pas comment dire, ça paraît un peu énorme, mais c'est pour ça qu'il faut se remettre dans le bain de l'époque, parce que tous les jours, on voyait des journalistes qui prenaient un LBD, nous, on a des journalistes dans la rédaction qui ont pris des LBD, des journalistes qui se faisaient prendre leur matériel par la police, donc il n'y avait plus de moyens de protection. Donc, moi, le matin, j'embrassais mes enfants avant de partir dans leur lit en me disant, j'espère que ce soir, je reviens en un seul morceau. C'était un peu bête, mais si vous voulez, à un moment, je me rendais bien compte que moi-même, j'étais dans cet état d'esprit, quoi. Et après, le lundi matin, vous avez vécu ça, vous avez vécu le 16 mars et tout ça, et vous arrivez dans la rédaction et les gens, ils ont passé un week-end comme si de rien n'était. Et c'est vrai qu'il n'y a pas... voilà, on vient pas vous voir en vous tapant dans le dos, en vous disant, dis donc, incroyable, hein, ça a dû être quelque chose de dingue. Non, parce que on faisait ça un peu dans notre coin, quoi. C'était, je sais pas. Parfois, je me dis, voilà, j'ai pas su à l'époque, peut-être moi et d'autres, hein, on n'a peut-être pas su assez bien expliquer, assez bien faire prendre conscience, ou peut-être même témoigner, nous, de notre état d'esprit, quoi, la façon dont on était quand même pris là-dedans, quoi. Voilà, c'est un des regrets que j'ai, c'est de ne pas avoir su communiquer, mais c'est aussi le problème de la sérénité au moment où ça vous arrive. C'est-à-dire qu'il faut aussi de la sérénité et du recul au moment où ça vous arrive pour réussir à dire les choses sans en plus avoir l'impression de geindre ou avoir l'impression d'être une petite chose. Hein, le journaliste, c'est pas un métier où on aime les petites choses. Et à la rédaction du Monde, peut-être encore moins qu'ailleurs. Donc, vous voyez, quand vous avez des collègues qui partent, en effet, sur des fronts de guerre, etc., vous n'allez pas revenir en pleurant sur votre sort de journaliste qui couvre les gilets jaunes. Hein. Il y a un petit peu un décalage. Quand vous parlez de mes collègues au Burkina Faso, vous voyez, il y a un décalage. Donc, il y a un moment, il y a aussi... on se dit, bon, c'est pas audible, quoi. Il n'y a peut-être pas la place pour ça. Mais c'est un de mes regrets, peut-être. D'accord. Merci beaucoup. En fait, je te repasse la parole, Jacqueline, parce que notre amie Estelle, je vais essayer de la contacter, mais je ne la vois pas dans notre table ronde, donc on continue. D'accord. Mais justement, je voulais lancer Catherine après Aline sur le décalage qui existe effectivement entre une rédaction qui est tranquillement installée à Paris et les personnes qui sont sur un terrain de tension, de difficulté ou de guerre, ou même les carrefours des Gilets jaunes, comme vient de le raconter Aline. Parce que Catherine, elle était grand reporter à RFI pendant très longtemps. Elle était correspondante à Sarajevo, à Belgrade, à Jérusalem. Et moi, je me souviens de discussions où moi, j'étais à Paris, elle était sur place. Et c'est vrai que c'est toujours difficile à un moment donné, nous, à Paris, de prendre en compte la réalité de la situation sur le terrain.
Et il faut une force de conviction, dont parlait Aline, effectivement, et que nous, on soit ouverts pour pouvoir entendre ce que la personne a à dire, parce que c'est celle qui est sur le terrain, bien évidemment, qui a la vérité, voilà, qui en tout cas voit la réalité telle qu'elle est, et qui doit effectivement convaincre à Paris de ce qu'elle voit. Donc Catherine, elle a été très longtemps à RFI et maintenant elle est à Reporters sans frontières, elle est rédactrice en chef. Et donc, elle est tout à fait bien placée pour observer les risques qui pèsent sur les journalistes. Et on vient de le voir donc sur les terrains de guerre, bien sûr, avec nos deux confrères espagnols, mais pas seulement, puisque certains sujets aujourd'hui prêtent effectivement à des retours de bâton, si je puis dire, des menaces, des intimidations, et plus grave encore, des arrestations, des tortures et des morts, dès qu'on s'attaque à certains sujets qui sont effectivement considérés comme des sujets aujourd'hui dangereux. L'environnement fait partie, bien sûr, le droit des femmes, la corruption, l'argent de la mafia, enfin j'en cite quelques-uns. Et aujourd'hui, donc, on a vu avec Inès Leroux et Morgane Large, dont on a déjà parlé, qui ont subi des intimidations simplement parce qu'elles ont enquêté sur le lobby agricole breton. Alors Catherine, voilà, je pense qu'effectivement aujourd'hui, il y a d'autres sujets que les guerres qui mettent les journalistes en situation de fragilité, pour ne pas dire de difficulté ou de danger. Oui, oui, tout à fait. Si je puis me permettre, juste avant de reparler peut-être de Morgane Large et d'Inès Leroux, je voudrais juste revenir sur cette histoire de décalage, parce que vraiment le phénomène décrit par Aline est quelque chose que subissent en fait tous les grands reporters. On a toujours ce décalage quand on revient de terrains difficiles, quel que soit l'endroit d'où on revient. C'est une des grandes difficultés du métier. Et je pense que ce qui était surprenant, c'est depuis, enfin moi, ce qui m'a un peu étonnée et ce que j'ai pu constater, c'est que depuis 2015, depuis notamment les attentats de Charlie Hebdo et ensuite les Gilets jaunes, en fait, ce sont les journalistes français, les photographes français qui sont confrontés aux mêmes situations de zones de guerre, enfin de zones de conflit, de zones de guerre, et qui sont, je dirais, beaucoup plus en état de sidération que les grands reporters, parce que nous, quand on part avec son agra sur l'épaule, j'ai fait beaucoup de radio, donc je partais avec mon agra sur l'épaule, quand on part sur un terrain en conflit, on a quelque part un moment le temps psychologique de se préparer à entrer dans une zone de guerre. Et quand ça arrive chez soi, sur son terrain, eh ben, je pense que ça a désarçonné beaucoup plus nos confrères qui ont couvert aussi bien les attentats de Charlie que ensuite les manifestations de Gilets jaunes, parce que je pense qu'on n'est pas préparé, on n'était pas en tout cas à l'époque, ni préparé physiquement ni psychologiquement à vivre ces scènes-là, qui sont malheureusement courantes dans d'autres endroits du monde. Donc voilà, ça c'était un petit point, je me permettais d'intervenir et de compléter en tout cas le propos d'Aline. Après, alors donc pour effectivement, on constate donc qu'il y a eu ce phénomène des gilets jaunes et de couverture dangereuse pour les reporters. Et puis aussi, globalement, on voit, ça n'a pas été seulement les gilets jaunes, ça devient très dangereux pour les journalistes aujourd'hui de couvrir des manifestations en raison du degré de violence qu'il y a dans ces différentes manifestations. Donc ça, c'est un des dangers d'aujourd'hui. Un autre danger qui devient de plus en plus, je dirais, visible, notamment en France, c'est les dangers qui guettent les journalistes d'investigation qui traitent notamment des questions environnementales. Et on a donc ce cas de Morgane Larche, qui, comme elle se décrit elle-même, est une petite journaliste. Je reprends ses propos, je ne me permettrai jamais de dire ça d'elle parce qu'elle est même très grande et c'est une formidable personne. Mais elle-même se décrit comme une petite journaliste qui travaille pour une petite radio. Et cette petite journaliste qui travaille pour une petite radio, elle est au cœur en fait de pressions hallucinantes depuis qu'elle a témoigné pour un documentaire qui a été diffusé sur France 5 à la mi-novembre et qui s'appelle Bretagne, terre sacrifiée, un documentaire dans lequel elle témoignait et qui parlait des conséquences de l'agriculture intensive à la fois sur la santé et sur l'environnement. Et depuis qu'elle a participé à ce documentaire, elle fait l'objet de pressions ou en tout cas d'actes de malveillance extrêmement inquiétants. Son chien a été intoxiqué, ses animaux ont été, les enclos où sont ces animaux ont été ouverts et sont partis. Les locaux de sa radio, les portes des locaux de sa radio ont été forcés, dégradés. Et surtout, fin mars, il y a eu cet incident, cet acte
extrêmement grave où elle s'est rendue compte tout d'un coup que les boulons d'une de ses roues de sa voiture avaient été déboulonnés. En fait, qu'une de ses roues avait été déboulonnée. Et là, c'est un acte de malveillance, voire on peut parler d'un acte de sabotage qui est extrêmement grave parce que ça aurait pu, elle a été réellement mise en danger, non seulement elle, mais aussi ses enfants qu'elle transporte dans sa voiture ou d'autres personnes avec qui elle aurait pu avoir un accident. Donc, c'est vrai que la RSF, nous, avec le SNJ, on a porté plainte et on a demandé une protection à son égard. Alors, il faut noter, il y a eu une réaction assez rapide et positive des autorités. Morgane, il y a eu une instruction judiciaire qui a été ouverte contre X et Morgane sait qu'elle est en contact maintenant avec des forces de l'ordre qui ont été alertées de son cas en particulier et donc elle a des référents sécuritaires en cas de nouvel acte de malveillance, etc. Donc, ce qui est un petit peu rassurant. Mais bon, voilà, heureusement, je dirais que ce genre de cas est exceptionnel en France, mais en même temps, il faut quand même noter qu'en Bretagne, il y a un problème particulier pour les journalistes qui veulent travailler sur l'agroalimentaire et sur l'agrobusiness dans cette région, parce qu'avant ça, il y avait aussi Inès Léraud qui avait écrit cette formidable enquête en BD Algues vertes, enquête interdite, qui dénonçait justement les conséquences aussi de l'agriculture intensive dans la région. Et Inès a été, alors c'est une autre forme de pression, mais qui est aussi, je dirais, très efficace. Elle a été la cible de 2 procès en diffamation, à 2 ans d'écart, mais et coup sur coup, les 2 procès en diffamation ont été annulés 4 jours ou 3 ou 4 jours avant l'audience prévue. Donc, on va se dire, tant mieux, mais non, pas tant mieux, parce que pendant toute l'année où précédant le procès, Inès a dû consacrer son énergie, son temps à se défendre, à préparer sa défense. Donc, tout ce temps qu'un journaliste qui est poursuivi par des procédures en diffamation qui sont abusives, c'est ce qu'on peut appeler aussi des procédures bâillons. Du harcèlement. Voilà. Surtout, c'est une forme de harcèlement. On appelle ça des procédures bâillons parce que pendant que le journaliste organise sa défense, il ne travaille pas, il arrête son travail d'investigation. Et également, puis c'est un peu un message, là, ce qui arrive à Inès et à Morgane Large depuis 2 ans, c'est quand même un message, quelque part, qui est clairement donné à tous les journalistes bretons ou tous les journalistes, d'ailleurs, de France et de Navarre, qui aimeraient s'intéresser à ces questions-là de l'agrobusiness en Bretagne, en disant « Attention, danger ». Voilà à quoi vous vous exposez. C'est au mieux un procès en diffamation, au pire, on s'en prend à vous physiquement et vous risquez éventuellement votre vie. Donc, c'est quand même extrêmement grave et ça se passe en France. Alors, en même temps, je veux dire, voilà, ça reste exceptionnel, heureusement. Mais par exemple, travailler aujourd'hui sur les questions de l'environnement à travers le monde est une activité de plus en plus dangereuse. Alors là, on a constaté, nous, d'après nos chiffres, peut-être qu'Anthony en aura d'autres, mais nous, les chiffres qu'on a recueillis à RSF, en gros, aujourd'hui, on est sur une moyenne de 2 journalistes tués par an depuis 10 ans, 2 journalistes tués qui travaillent sur les questions environnementales. C'est quand même assez énorme. Alors pourquoi? Parce que en fait, on s'aperçoit, et c'est un phénomène dont on ne parlait pas avant, mais c'est parce qu'aussi, il y a une conscience collective qui est en train d'augmenter aujourd'hui sur les questions environnementales. Et là où des journalistes pouvaient travailler à travers le monde, en tout cas, sur des sujets qui pouvaient paraître totalement anecdotiques ou qui n'intéressaient pas grand monde, qui étaient en tout cas hors des radars médiatiques, aujourd'hui, en raison de la conscience qui est portée au réchauffement climatique, aux effets de la pollution, à tous les effets visibles de ce réchauffement climatique aujourd'hui dans lequel en gros les opinions publiques s'intéressent aujourd'hui, du coup les journalistes qui travaillent sur ces questions-là sont beaucoup plus exposés parce que du coup ils dérangent beaucoup plus aussi tous les industriels ou tous les lobbies qui peuvent faire du business en fait justement avec ces activités industrielles qui peuvent être très polluantes. Alors peut-être juste un petit mot, je ne sais pas si ça peut vous intéresser, mais vous donner quand même une idée là on parlait de la France, je voudrais juste un peu élargir au monde, donc je vous dis en gros, je vous disais à peu près 2 journalistes par an en moyenne depuis 10 ans qui sont tués, 2 journalistes qui travaillent sur les questions environnementales qui sont tués tous les ans, et il y a quand même la plupart
des exactions que l'on constate, parce que bon, il y a des journalistes tués, mais il y a aussi des journalistes qui sont victimes d'agressions, victimes de menaces très fortes, etc. La plupart les 3/4 se passent quand même dans 2 régions du monde. C'est l'Amérique du Sud, sans trop grosse surprise, et aussi l'Asie. Et au sein de l'Asie, il y a un pays qui détient vraiment le pire de tous les records, c'est l'Inde, où c'est là où il y a le plus de morts, c'est là où il y a le plus d'exactions, il y a le plus d'agressions, et la plupart de ces cas de journalistes environnementaux qui sont tués ou menacés ou agressés sont en fait liés à ce qu'on appelle la mafia du sable. La mafia du sable, en gros, c'est le sable maintenant, c'est comme l'eau, c'est un élément, c'est une matière première qui est aussi précieuse que l'eau, on s'en rend peut-être moins compte, mais parce que ça sert à la construction, à tout le business de la construction. Sauf que son extraction massive est en fait très endommageable, enfin endommage énormément l'environnement. Et donc, tous les journalistes qui peuvent travailler sur ces questions-là, et en général, en Inde, ils travaillent, c'est des journalistes locaux, dès qu'ils mettent un nez dessus pour dénoncer les conséquences que cette extraction peut avoir sur l'environnement, sur les populations locales, etc., ils se retrouvent face à des lobbies ou en tout cas des industriels extrêmement puissants qui s'occupent de ces industries, et c'est effectivement, et ils y vont pas, je dirais, avec le dos de la cuillère. On a eu des journalistes brûlés vifs, enfin ils sont tués en plus dans des conditions assez horribles. C'est vraiment assez, c'est très violent comme monde. Alors ça, c'est pour les journalistes environnementaux qui est donc aujourd'hui, en raison de ce que je disais au départ, de l'intérêt global aujourd'hui porté sur les questions environnementales, les journalistes qui travaillent sur ces questions-là sont plus explosés. Après, il ne faut pas oublier que globalement aussi, tous les journalistes qui travaillent sur les questions liées à la mafia, pas seulement la mafia du sable, mais la mafia en général et le crime organisé et tout ce qui touche à la corruption, et des liens entre des responsables politiques, des responsables économiques, des hommes d'affaires, des puissants hommes d'affaires et les mafias locales, ça, ce sont en fait les journalistes qui sont le plus exposés. C'est extrêmement risqué. On a un nombre aussi, on enregistre énormément de journalistes menacés, agressés, voire tués parce qu'ils traitent de ces questions-là. Je voudrais juste rappeler, même en Europe, sans reparler peut-être de l'ensemble du monde, peut-être juste quand même un chiffre qui est quand même super marquant. Par exemple, on parle beaucoup du Mexique, qui est l'un des pays les plus meurtriers pour les journalistes au monde. En 20 ans, il y a près de 120 journalistes qui ont été tués parce qu'ils ont travaillé de près ou de loin sur les cartels de la drogue. C'est énorme. Et c'est pas seulement à l'autre bout du monde, parce qu'en Europe même, on a eu là récemment, ces 5 dernières années, on a eu trois journalistes tués parce qu'ils travaillaient sur des histoires de mafia et de corruption. On a eu la Maltaise Daphne Caruana Galizia qui a été tuée dans l'explosion de sa voiture. Daphne dérangeait tout le monde, enfin déranger, pas tout le monde, mais en tout cas les puissants de l'île, qui est complètement corrompue, parce qu'elle elle s'était lancée un peu dans une croisade anti-corruption avec ses enquêtes, et elle dérangeait énormément de monde, et notamment les plus puissants. On a eu aussi en Slovaquie le jeune journaliste Jan Kuciak, qui lui aussi travaillait sur la mafia, en fait, sur les liens entre la mafia italienne et les responsables politiques de son pays, des hommes d'affaires aussi et des responsables politiques. Et puis là, tout récemment, on a eu ce cas du journaliste grec, c'était il y a 15 jours environ, où on a eu un journaliste grec qui a été tué et qui travaillait sur des questions de corruption et qui enquêtait sur la police, parce qu'en plus en Grèce, on a un problème de police visiblement corrompue. Et lui et un autre journaliste, on a appris la semaine dernière qu'un autre journaliste avait été aussi la cible d'un projet d'assassinat, et lui aussi, comme Georgios Karivats, qui a été tué à mi-avril, a été la cible a été le projet, a été la cible d'un projet d'assassinat, et lui aussi travaillait sur des questions de corruption et de la corruption de la police notamment. Donc après, vous voyez, même si l'Union européenne reste, je dirais, c'est la zone du monde, c'est la région du monde où l'exercice du journalisme est le plus favorable,
c'est là où c'est quand même le plus simple d'être journaliste. Et ben même dans cette région-là qui est entre guillemets préservée, et ben on a eu quand même 3 morts, 3 journalistes d'investigation tués ces 5 dernières années. Jean-Marie, est-ce que je relance Catherine ou est-ce que tu reprends la main pour Estelle? Oui, on peut peut-être revenir sur un focus. On va passer, je dirais, oui, et puis on reviendra au monde, de la planète. À la mise en perspective. Voilà. Oui, bonjour, bonjour Estelle. Je crois que votre micro, pardon, j'ai un problème avec quelque chose qui me, voilà. Donc Estelle, on est heureux que vous nous ayez rejoints. On a évoqué déjà à la fois dans la présentation de cette journée, puis aussi lorsque Florence Lecam a parlé des questions liées à la violence et aux journalistes. On a évoqué à la fois la situation des journalistes qui sont obligés d'être en première ligne de par leur type d'activité, et puis aussi la situation des précaires et notamment des questions de relations qu'ils vont avoir à entretenir avec leur rédaction, mais aussi, je dirais, avec le produit de ce qu'ils fabriquent. Hein, on y reviendra tout à l'heure. Alors peut-être pour vous situer, on a à la fois parlé de l'expérience sur le mouvement des Gilets jaunes, qui a été effectivement aussi votre vécu pendant de nombreux mois, puisque vous êtes sur Toulouse, hein, sur la région de Toulouse, où il y a eu des manifestations, et notamment des manifestations souvent extrêmement violentes. Mais aussi, vous avez été, je dirais, dans un premier temps, sur un autre terrain où la violence s'est aussi exprimée. Et là, ça rejoint aussi un thème que vient d'évoquer Catherine Monet, qui est celui de la défense de l'environnement, puisque c'était le barrage de Sivens et la manière dont traitant finalement d'un phénomène lié à l'environnement, on est passé très vite à des problèmes de violence et de très grande violence, puisque une personne est morte pendant cette manifestation. Alors comment pour vous, je pense à l'époque jeune journaliste, vous et traitant et étant à la fois sur l'image et sur le son, puisque j'ai oublié de dire que vous étiez reporter plurimédia, comment les choses se sont présentées, comment vous les avez abordées? Alors d'abord bonjour à tous et à toutes. Je suis désolée du retard. Hein. J'avais une interview juste avant. Voilà, mon invité avait un peu de retard, donc ce qui explique que j'arrive un peu après. Oui, alors par rapport à ça, j'ai eu, on va dire, plusieurs expériences de cette violence qui s'est exprimée. Effectivement, d'abord pour Sivens où j'étais jeune reporter à Sud Radio, à l'époque où Sud Radio était encore à Toulouse. J'ai travaillé essentiellement en radio à ce moment-là. Et c'est vrai que je m'attendais pas à rencontrer autant de violence, d'autant que j'avais été sur le terrain, vraiment sur le lieu où le barrage devait être construit. Il se trouve que ça s'était plutôt bien passé. On avait été, la presse, on s'était retrouvés là-bas, c'était au tout début, donc on avait regardé un peu le lieu. En gros, presque on nous avait fait une visite guidée des installations de la ZAD, donc ça s'était plutôt bien passé. Et puis quelques semaines après, manifestation dans Toulouse, et là par contre, là j'ai compris qu'il y avait un vrai risque. Et pour vous dire, ça faisait peut-être 3 ou 4 ans que j'exerçais, et je me suis retrouvée coincée dans une nasse en fait de policiers, ça a été assez impressionnant parce que j'ai respiré des gaz. Enfin, voilà, j'ai vécu un peu ce qu'ont vécu les manifestants à ce moment-là, sans le vouloir. Et je me souviens très bien d'ailleurs qu'un manifestant m'a attrapé par le haut du col et m'a mis sur une bouche de métro pour que je puisse respirer, parce j'étais complètement affolée, coincée, on pouvait plus bouger. Il y avait donc toute la place qui était encerclée. Et ce qui m'avait vraiment étonnée, c'est que je m'étais tournée vers les policiers en brandissant ma carte de presse et en disant je dois sortir, je dois sortir, je dois sortir. Et ça a été très 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 compliqué. Ils n'ont pas voulu me laisser passer tout de suite, alors qu'ils voyaient que j'étais en larmes et que j'avais un peu respiré tous les gaz, etc., etc. C'était un peu spécial comme, enfin, du coup, c'est la première fois que je vivais un peu l'expérience grosse manifestation et prise de risque, et sans vraiment m'y être préparée en fait. Et là, j'ai compris que j'avais absolument aucune formation, d'ailleurs, au passage, pour vivre ça. D'autant que une petite demi-heure après, j'avais un direct à faire, donc bon, il a fallu quand même que je reprenne un peu mes esprits, etc.
Et ça, je le regrette parce que je sais que d'autres collègues à moi, peut-être des titulaires, etc., avaient pu se former, avaient pu faire des stages, etc., où on leur apprenait justement à gérer ce genre de situation et à s'en sortir sans aucun problème. Et donc, ça a été une première interrogation pour moi. Alors, outre le fait qu'évidemment, il y a l'adrénaline et que on est là, on le sait que ça fait partie du métier. Mais justement, si ça fait partie du métier, on devrait être formé. On devrait nous expliquer les bons réflexes, les bonnes, voilà, les choses à savoir qui sont élémentaires, mais qu'on n'apprend pas, quoi. D'autant que, si je ne m'abuse, vous ne vous êtes pas formé sur le tas, mais vous sortez d'une école de journalisme. Tout à fait. D'une école de journalisme, et j'ai fait, alors moi pour le coup, j'ai fait une formation d'alternance, donc j'ai travaillé comme journaliste assez vite, et j'avais des cours en école. J'aurais pu justement à ce moment-là acquérir très facilement tous ces savoirs-là, toutes ces petites choses à savoir très concrètes, mais qui du coup sont très utiles dans ce genre de situation où on peut rapidement se retrouver dans des voilà, c'est un peu dangereux quand même, on va pas se le cacher. Donc du coup, oui, j'aurais très bien pu, si mon école avait pu prévoir un petit module, parce qu'on y va tous y être confrontés une fois dans notre carrière, c'est obligatoire, ça fait partie du métier, donc voilà, s'il y avait eu un petit module là-dessus, j'aurais été ravie. D'accord. On en parlera cet après-midi. D'accord, bah, ouais, très bien. Très bien. Oui, donc Estelle, vous avez abordé déjà un premier sujet. J'évoquais la question des relations avec les rédactions. Quand on est dans un statut de précaire, pigiste, freelance, on n'a pas, je dirais, le soutien de sa rédaction qui vous dit attention, ne pars pas sans gilet, ne pars pas sans casque, où on peut te fournir des masques, etc. Alors, dans le cadre de Sud Radio, non. Très clairement. Par contre, RMC, donc la rédaction pour laquelle je travaille principalement, ils sont très prévenants justement là-dessus quand même. Donc ils ont fait attention. Ils ont vraiment fait attention à savoir où j'allais, en me disant surtout tu te mets pas en danger, tu ne tentes pas le diable. C'est pas grave si tu as pas cet intervenant-là, on t'en voudra pas. L'important c'est toi et ta sécurité. Donc vraiment là-dessus, aucun reproche à faire à RMC. Ils ont toujours été vraiment attentifs à ça et ça je les en remercie parce que c'est pas le cas justement pour en avoir fait l'expérience. C'est pas le cas de toutes les rédactions. Donc voilà, d'autant que moi, pour le coup, alors j'avais des équipements personnels. J'avais un casque de vélo, donc j'utilisais un peu ce que j'avais sous la main. Je me suis acheté mes propres, vous savez, pour les yeux, enfin d'espèces de collyre là de sérum fille pour les yeux au cas où je me prenais des gaz. Bon voilà, il y avait quand même quelques petits trucs que j'avais moi, mais bon, dans l'ensemble, ils voulaient m'éviter justement de me retrouver vraiment au pire endroit, au pire moment. Donc ils me disaient toujours, tu restes, c'est pas grave si tu fais des sons un peu à l'arrière, mais au moins on veut que tu sois en sécurité, quoi. D'accord. Donc là-dessus, je pense que c'est un peu différent selon les rédactions. Maintenant, le fait que je sois précaire, je pense que ça, encore une fois, pour revenir sur les formations, je pense que c'est ça qui joue. C'est-à-dire que je suis pigiste, donc j'ai pas forcément droit à des formations spécifiques pour travailler en milieu hostile. Je sais que j'ai des collègues titulaires qui ont pu en bénéficier. Voilà, donc je pense notamment aux reporters de guerre, évidemment, ça fait partie c'est même une part importante de leur métier, de leur pratique, donc il faut qu'ils soient formés. Mais je pense que pour des pigistes, ce serait bien. Je répète un peu ce que j'ai dit juste avant, mais c'est important parce que ça peut vite être dangereux quand même. Donc voilà. D'accord. Si je me souviens bien, lors du séminaire de Toulouse, il y avait eu le séminaire qui avait organisé les entretiens de l'information. Un certain nombre de journalistes, et je crois que vous en faisiez partie, avaient évoqué le fait d'avoir été un peu surpris. Tout à l'heure, vous disiez que les forces de l'ordre ne vous avaient pas laissé sortir, mais certains se plaignaient d'avoir été même carrément directement chargés ou directement gazés, directement reçu des LBD, des choses comme ça. Oui, alors moi personnellement non, fort heureusement j'ai pas eu à vivre ça. Par contre oui, j'ai des collègues bien évidemment qui se sont fait soit gazés, soit carrément visés, qui se sont pris des balles donc de flashball. Oui, ça c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé aussi parce que du coup
enfin, j'ai envie de vous dire comment faire pour travailler à ce moment-là. Enfin, à un moment donné, si on est pris en étau entre les deux camps entre guillemets, je sais pas comment on peut faire. Enfin, c'est là où du coup la question se pose. Mais moi, honnêtement, à un moment donné, je me suis dit, mais attendez, j'ai pas signé pour ça. Là. Enfin, à un moment donné, y a un problème, quoi. Il y a quelque chose qui va pas. Et évidemment, j'ai pas la réponse, mais pour le coup, ça m'interroge vraiment parce que j'avais pas l'impression d'être dans une démocratie, dans ces moments-là très précis. Hein, attention, hein, je dis pas que c'est partout comme ça et que tous les policiers sont des mauvais policiers, etc. C'est pas du tout la question. Mais il y a des moments où franchement, ça fait peur, quoi. Là, j'ai senti qu'il y avait un moment où ça dérape, quoi. D'accord. On n'était pas les bienvenus. On nous parlait mal. Enfin, non, c'était pas. Alors que ces mêmes policiers, on les voit après sur d'autres sujets. Ils sont. Enfin voilà, on interroge leur syndicat. L'échange se fait très naturellement, c'est très fluide, il n'y a aucun problème. Donc il y avait peut-être. Alors peut-être le contexte faisait ça, mais c'est vrai que c'était assez étrange quand même. Je crois qu'Aline voulait réagir. Non, je me retrouve tout à fait dans le témoignage d'Estelle, mais et c'est vrai que sur le rapport aux policiers, c'est un des problèmes. Moi, sur un détail simple que j'ai évoqué tout à l'heure, au moins 2 de mes collègues du Monde se sont fait retirer leur matériel. Vous voyez, quand vous êtes journaliste, alors après, on peut tout dire, et moi, je veux pas de traitement de faveur pour les journalistes du Monde, mais je veux dire, quand on enlève les lunettes, on retire, on confisque les lunettes de protection et les masques de protection à des reporters du Monde, veut dire quelle est la démarche derrière. C'est quelque chose que je n'ai jamais compris. C'est-à-dire, on nous enlève les moyens de nous protéger pour faire normalement notre travail. Mais que dirait-on si je ne sais pas sur quel front on retirait leur gilet pare-balles aux journalistes? C'est la cohérence. Veut dire que quand on soit pris dans une nasse, ils aient pas le temps de faire le tri, de bien identifier. C'est quelque chose que, à la rigueur, je veux dire, à la marge, je peux comprendre, mais que délibérément, sur présentation d'une carte de presse, au moment où on passe un barrage, on nous retire notre matériel, vous voyez, là, on est quand même dans une autre démarche. Quelque chose, d'ailleurs, sur lequel nous n'avons jamais obtenu de réponse claire quand on a interpellé la préfecture la préfecture de police sur ces questions-là. D'accord. Il y a un point sur lequel je voulais peut-être revenir, Estelle. Vous avez insisté sur le fait que vous étiez à RMC et en même temps, à certains moments, je crois me souvenir que vos images se sont retrouvées sur une autre télévision. Et c'est un phénomène que j'ai souvent entendu évoquer ces derniers temps, c'est-à-dire que pas que les pigistes, mais notamment les pigistes sont confrontés au fait qu'ils ont l'impression de travailler pour un média, ils annoncent qu'ils travaillent pour tel ou tel média, et finalement le contenu de leur travail va se retrouver ailleurs. Et je crois que pour vous, ça avait été, je dirais, un problème dans vos relations avec vos interlocuteurs sur le terrain. Alors oui, alors sans généraliser, parce que ça arrive très rarement, nous, on a une spécificité à RMC, on travaille dans le même groupe, donc vous connaissez le groupe Altis, dont fait partie BFM, et il se trouve que c'est pourtant 2 rédactions séparées, mais parfois, ça peut arriver, c'est rare, dans mon cas c'est rare, que certaines de mes images puissent être récupérées par la rédaction de BFM pour illustrer des sujets, etc. Comme c'est suffisamment rare pour que je ne pense pas à le préciser, si vous voulez, à mes interlocuteurs. Donc, pour le coup, c'est ce qui s'est passé. Sauf que là, évidemment, le contexte était très compliqué parce que c'était au moment des Gilets jaunes. Et il se trouve que, évidemment, comme vous le savez, au moment des Gilets jaunes, BFM TV, c'était Satanas, quoi. Hein. Clairement, c'était Satan, fallait surtout pas. Bref, donc du coup, il se trouve que mes images ont été diffusées sur BFM. Je n'avais pas eu l'occasion de prévenir mes interlocuteurs de ce fait-là. Et ils l'ont très mal pris. Voilà, donc ça a été compliqué. Il a fallu que j'explique pendant bien 1 heure, 1 heure et demie au téléphone à mon interlocutrice pourquoi, etc. Mon interlocutrice m'expliquait qu'elle avait eu des gens qui étaient venus la voir. Elle s'était fait engueuler, clairement, voilà. Elle me disait qu'ils s'étaient tous sentis trahis par ça, etc., etc. Voilà. Moi, il se trouve qu'après, j'en ai parlé à ma rédaction, qui a très bien compris et qui m'a expliqué, me disant, écoute, le mieux, ce serait que tu les préviennes à chaque fois. Et là, pour moi, si vous voulez, sur le terrain, c'est plus la même histoire, quoi. C'est-à-dire que moi, jusqu'à présent, je me présentais comme étant journaliste RMC. Là, je leur dis RMC BFM. Et là, je donne un média pour lequel, d'abord,
je suis pas vraiment, je travaille pas pour eux a priori parce que mes chefs ne sont pas de BFM. Mais par contre, sur le terrain, ce mot-là déclenche beaucoup d'incompréhension, d'insultes, de violence. Enfin, voilà, on connaît l'histoire. Donc voilà, j'étais pas très à l'aise avec ça, d'autant que du coup, j'ai vu le nombre de fois où mes images ont été reprises, j'estimais que c'était pas nécessaire de le dire. J'aurais juste aimé qu'on me prévienne avant, en fait, qu'on me dise méfie-toi sur ce sujet-là, BFM risque de te prendre des images. Voilà, mais pour le coup, oui, je me suis sentie un petit peu en difficulté par rapport à ça. Heureusement, c'est arrivé qu'une seule fois pendant toute la crise des Gilets jaunes. Donc, par contre, je m'en suis souvenue de cette fois. Voilà, il n'y en a eu qu'une seule, mais elle a été compliquée à gérer après. D'accord. Merci Estelle. Okay. Alors, je vois qu'Anthony lève la main, mais je vais quand même me permettre de rappeler qui tu es, Anthony, pour les personnes qui sont arrivées un petit peu plus tard. Donc, tu es secrétaire général de la Fédération internationale des journalistes qui est à Bruxelles, et tu es à Bruxelles, qui représente 600 000 journalistes dans presque 150 pays. Et je voulais rappeler que hier, c'était la journée internationale de la liberté de la presse, liberté qui passe par la sécurité, bien évidemment. Et cette journée a été décrétée il y a 30 ans, c'est quand même une date symbolique. 30 ans que la déclaration de Windhoek a décrété qu'il y aurait tous les 3 mai une journée internationale de la liberté de la presse. Donc, tu es à Bruxelles, tu as une vision planétaire, on va dire. Et donc, je voulais, moi, savoir, mais si tu veux intervenir sur les témoignages précédents, bien sûr, tu peux le faire. Moi, je voulais savoir essentiellement, en 30 ans, est-ce que les risques ont véritablement évolué, puisque nous, notre journée s'appelle les nouveaux risques. Donc, est-ce que c'est une idée concrète que la FIGE a pu constater, que les risques aujourd'hui ne sont peut-être pas exactement identiques aux risques que prenaient les journalistes il y a 30 ans? Oui, bonjour à tous. Bonjour Jacqueline, bonjour Jean-Marie. Merci pour cette nouvelle réunion. Juste pour répondre à Estelle à propos de tes reprises d'images, ça doit être normalement cadré dans un accord d'entreprise, un accord de groupe, mais ça doit être parfaitement écrit noir sur blanc sur les reprises. Oui. J'ai été journaliste en France dans un grand groupe de presse que je ne citerai pas, qui est un des plus grands groupes de presse en France, qui se situe en Bretagne, au Pays de la Loire et en Normandie, et je n'en ajouterai pas plus. Et les reprises de papier qu'on pouvait avoir dans nos médias étaient clairement identifiées et absolument précisées et surtout acceptées par le journaliste. À mon avis, si tu as des questions là-dessus, il faut aller rapidement voir ton syndicat, peu importe le syndicat qui est dans la boîte et qui te donnera des infos là-dessus. Alors, oui, je voudrais juste en préambule m'associer au décalage dont parlait Catherine, dont parlait également Aline ou même Estelle. Le décalage, comme tu le disais, Jacqueline, effectivement, la FIGE est installée tranquillement à Bruxelles. Moi, j'y habite depuis 7 ans maintenant. Et a priori, en plein cœur du quartier européen, tout va bien. Les trottoirs sont propres. On n'est pas à Genève où on doit s'essuyer les pieds pour pas salir les trottoirs dehors. Mais en tout cas, c'est à peu près bien. À Bruxelles, tout est à peu près clair. Sauf que le décalage, il est réel. Comme tu le disais, la FIGE représente globalement 600 000 personnes dans le monde. On est présent dans 150 pays. Et je me rends, moi, sur des terrains compliqués. Là, on a surtout besoin de moi. Donc je ne vais pas vous faire de dessin. Il est rare que je me rende en Suède ou en Islande, mais je vais plutôt dans des terrains en Irak, en Afghanistan, Pakistan, Palestine, Somalie, où j'ai moi-même été personnellement attaqué, forcément, menacé, en Turquie, en Irak, gazé à Ramallah il y a 1 an et demi par l'armée israélienne. Voilà. Ce sont des contextes qu'on connaît et que nos collègues sur le terrain connaissent. Et le décalage, il est vraiment, vraiment réel. Et lorsque je reviens à Bruxelles, dans la capitale de l'Europe, où tout est à peu près bien organisé, il est clair qu'on a du mal parfois à remettre le pied sur un terrain qui est à peu près normal, a priori, et surtout à tenter d'expliquer à nos proches ce qu'on a vécu, ce qu'on a compris de ce que nos collègues, et nos consoeurs, nos confrères vivent au quotidien. Donc, ça, c'est la première chose sur le décalage. La deuxième, c'est sur
des informations, je voudrais apporter deux, trois informations à propos de la situation de Morgane Large, en Bretagne. Comme vous l'avez compris, je suis issu de cette grande région de l'Ouest. Et aussi sur la situation de Nadia Lazouni. Vous savez, cette consoeur qui a une chaîne et qui est intervenue notamment sur le voile et la présence de mamans voilées dans les sorties scolaires. Et ces deux collègues, et Catherine l'a rappelé pour Morgane, ont été clairement menacés de mort, concrètement. Et il se trouve que hier, on a reçu la lettre du ministre de l'Intérieur, un courrier du ministre de l'Intérieur à une lettre que nous avions envoyée. Quand je dis nous, c'est nos syndicats français, nos membres, qu'on avait envoyé à Gérald Darmanin il y a quelques semaines. Et il écrit, de façon hallucinante, il écrit qu'il refuse à ses deux consoeurs une protection rapprochée, parce qu'il estime qu'elles n'ont pas été menacées de mort au point où il l'entend. Et Catherine l'a très bien détaillé dans son propos. Les menaces de mort dont a fait preuve Morgane sont absolument claires. Je vois pas ce qu'on peut faire de plus, une fois de plus. Et Nadia Lazouni m'a envoyé hier soir un message privé, et elle me dit comment on peut en arriver à de telles conclusions alors que la lettre de menace de mort est toujours chez moi en attente d'être examinée. Alors, la question maintenant que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Qu'est-ce qu'on doit attendre? Est-ce qu'on doit attendre le pire? Très sérieusement, on se pose la question. On a échangé avec nos collègues des syndicats SNJ, SNJ-CGT et CFDT hier soir. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire de plus? Alors, pour répondre à la question, Jacqueline, sur la liberté de la presse, dresser un bilan, c'est toujours difficile de dresser un bilan sur la liberté de la presse depuis 30 ans, en quelques minutes. Surtout que nous connaissons en France et en Europe, de façon générale, des cas très explicites de menaces de mort et de plus en plus récurrents. Heureusement, qui sont quand même assez rares, mais ils sont de plus en plus récurrents. Les deux personnes qu'on a citées tout de suite, Morgane et Nadia, c'était il y a un mois et demi. Donc on est vraiment dans des cas très récents. Et ce ne sont pas des méthodes, ces menaces de mort, ce ne sont pas des méthodes issues d'un autre âge. J'ai lu ça dans la presse en France il y a quelques jours. Absolument pas. Ce ne sont pas des méthodes d'un autre âge. On n'a pas besoin de remonter ou d'aller très loin pour voir ça. Ce sont des méthodes de mafia. Ce sont des méthodes de groupes organisés qui veulent en découdre, tout simplement, avec un métier, avec une profession, avec des représentants. Un jour, ça va être des journalistes. C'est le cas avec nos deux consoeurs. Et je note au passage que ce sont deux femmes journalistes. Faut jamais l'oublier. Florence, dans son propos, l'a bien rappelé. Les femmes sont régulièrement menacées, prises pour cible. En Belgique, il y a eu des cas très récents. Et notre association belge, avec l'ULB, l'a bien suivi, bien documenté, bien expliqué. Et donc, un jour, c'est avec un journaliste. Le lendemain, c'est avec un pompier. Mais on ne veut pas en faire de cas que sur les journalistes, mais le lendemain, ça peut être sur un policier. Ça arrive aussi, des policiers se font matraquer ou des chauffeurs de bus. Alors, bien entendu, on va pas généraliser sur la profession, mais il faut savoir que toutes les études qu'on a menées avec l'UNESCO, donc l'Agence des Nations Unies, je le dis pour le grand public, l'Agence des Nations Unies, qui est en charge notamment de la sécurité de la protection, dont la FIGE est membre associé, toutes les études qu'on a menées avec l'UNESCO montrent qu'un assassinat, je parle bien d'un assassinat, donc organisé, est toujours précédé de menaces, plus ou moins directes, plus ou moins nombreuses. C'est pour cette raison qu'avec nos collègues dans le monde entier, donc la FIGE, on prend très sérieusement ces nouvelles méthodes mortelles, ces menaces qu'on subit et que subissent nos collègues femmes, en l'occurrence en France aujourd'hui, en Bretagne, ou hommes dans le reste du monde, ou pas que. On parlait de l'Inde tout à l'heure. Effectivement, l'Inde était une zone où les femmes ont été assassinées. Le mois dernier, trois journalistes en Afghanistan ont été assassinés, ont été abattus violemment dans le nord-est du pays. En l'occurrence, ce sont des méthodes qui sont mafieuses, des méthodes mortelles, dangereuses. Et ce que connaissent aujourd'hui nos consoeurs en France sont réellement des méthodes dont qui doivent être prises au sérieux sérieusement.
La réponse du ministre français, pour moi, est complètement incompréhensible et irresponsable. Je l'ai rencontré à Beauvau au mois de décembre. Car même les pays les plus dangereux du monde pour les journalistes, on parlait tout à l'heure du Mexique, mais j'ajoute l'Irak, l'Afghanistan, la Somalie, les pays où, comme je le disais tout à l'heure, la FIGE est présente, où moi, personnellement, je suis présent. Même ces gouvernements, même ces politiques, souvent sous-équipés, souvent peu formés, comprennent l'intérêt de protéger les journalistes qui ont reçu des menaces de mort. Dans ces 3 pays, des mesures de protection ont été prises et on a probablement évité des drames. Je dis probablement parce qu'on continue à en voir des drames. Le Mexique, tout à l'heure, on en a parlé, mais le Mexique reste le pays le plus dangereux du monde pour les journalistes, puisqu'il y a eu 14 consoeurs et confrères qui ont été assassinés en 2020. Alors évidemment, ces mesures de protection sont insuffisantes. Et dans le livre blanc du journalisme mondial qu'on a publié en fin 2020 et qu'on a mis à jour au mois de mars, on a déploré donc 60 journalistes qui ont été assassinés dans le monde en 2020, 14 au Mexique, 10 en Afghanistan, 9 au Pakistan, 8 en Inde, 4 aux Philippines et en Syrie. Donc ça, c'est pour les plus gros. Et sur ces 65 morts, Catherine a raison, la grande majorité des morts est assassinée en Asie-Pacifique, dans la grande région Asie-Pacifique, qui englobe, comme vous le savez, donc l'Océanie, l'Asie et le Moyen-Orient. Il ne faut jamais oublier le Moyen-Orient dans cette grande région. Il y a eu 32 morts, c'est-à-dire quasiment la moitié dans cette Asie-Pacifique, 16 en Amérique latine, 9 au Moyen-Orient et dans le monde arabe, 6 en Afrique et 2 en Europe. Et sur ces 65 morts, il faut toujours le rappeler, il y avait 5 femmes, 2 Mexicaines, une Afghane l'an dernier, une au Pakistan et une Russe. Et cette année, comme je vous le disais, on a déjà déploré donc 3 femmes en Afghanistan qui ont été sauvagement assassinées. Donc derrière ces chiffres, derrière ces statistiques, ce sont des familles, des époux, des épouses, des enfants que je rencontre sur le terrain, clairement, dans tous les pays que j'ai cités, ou que j'ai au téléphone. Ce sont essentiellement des journalistes locaux, ça ne faut jamais l'oublier. Ce ne sont jamais des journalistes, comme je le rappelais hier à Paris. Ce sont rarement des journalistes, à part des exemples comme on a eu les Espagnols il y a la semaine dernière, rarement des journalistes qui sont internationaux, mais des journalistes locaux qui sont abattus, assassinés devant chez eux, dans des zones dangereuses, mais qui ne sont pas ou plus des zones de guerre. C'est un peu le changement qu'on a avec les périodes précédentes. Le Mexique, avant la crise, est resté une destination touristique. Et je suis persuadé que lorsque le système vaccinal sera mis en place, le Mexique va redevenir une destination touristique, comme l'Inde était une destination touristique. Ces régions-là, contrairement aux années précédentes, ont été complètement gangrénées, et là je parle précisément pour le Mexique, gangrénées par le trafic, par le narcotrafic, par les bandes rivales autour de la drogue. Pas dans tout le Mexique, le Mexique c'est un grand pays, vous le savez bien, mais plutôt dans les zones du nord-ouest. Au Pakistan, en Afghanistan, en Inde, la nouveauté par rapport aux 30 dernières années, c'est des groupes extrémistes religieux qui passent à l'action, et évidemment de façon violente. Catherine parlait tout à l'heure de corps brûlés, mais on l'a aussi des corps brûlés et méconnaissables au Mexique, on a des exemples. Mais en Inde, on a tué des femmes chez elles. Au Pakistan, moi j'ai croisé la famille d'un collègue, d'un journaliste local qui faisait tout simplement son boulot d'investigation, si on pouvait dire, dans sa région. Et il se promenait toujours avec sa mobilette. Il a été retrouvé dans un fossé dans les montagnes du nord-ouest de l'Inde. Idem en Irak, où j'avais d'ailleurs écrit un papier sur cette question des familles de victimes du journalisme. Parce que ce sont des gens qui meurent pour la profession. Donc, l'impunité, elle est de fait de plus en plus, et année après année, est toujours aussi criante. Peu de structures dans tous ces pays permettent aujourd'hui de prendre ce sujet des assassinats vraiment au sérieux. Et c'est pour cette raison-là que la FIGE, avec nos affiliés dans ces 150 pays, on a proposé donc, aux Nations Unies le vote d'une convention spéciale sur la sécurité et la protection des journalistes, où je pourrais revenir dans le détail si ça vous intéresse. Et dans le deuxième aspect, évidemment, il y a les assassinats, et je suis toujours un peu l'oiseau de mauvais augure, je parle de ce qui est pas beau, de ce qui est mais c'est une réalité.
Il y a aussi l'autre réalité, ce sont les journalistes qui sont détenus. Et ça, c'est une nouveauté par rapport aux années des années 90, fin 80, 90, même jusqu'au début des années 2000, où on met maintenant en prison des journalistes. Et ça, la crise du Covid a vraiment aggravé cette situation. Elle a modifié le comportement de certains gouvernements qui en ont profité pour museler les journalistes. Ils n'avaient pas forcément les moyens jusqu'à aujourd'hui. Et là, depuis cette crise du Covid, ils ont légalement de bonnes raisons officielles de dire aux journalistes, non, non, c'est le confinement, vous n'avez pas le droit de bouger. Et beaucoup de journalistes ont été incarcérés l'an dernier, hein, même encore il y a 3 mois au Kenya. C'est une info que je donnais à mes collègues de RFI hier. Beaucoup de collègues ont été, ou de consoeurs et de confrères ont été incarcérés de façon dite administrative, de 2, 3, 5 jours, 10 jours, puis relâchés sans charge particulière. Et ça s'est beaucoup passé en Afrique et en Asie. Et ces détentions administratives, on l'apprenait d'ailleurs une fois que ces consoeurs et confrères étaient sortis. Ces détentions administratives passent au travers de nos radars, puisque il était essentiel, quasiment impossible de savoir que nos collègues étaient en tôle. Dans de nombreux pays, on doit noter quand même en revanche que nos organisations affiliées ont permis aux journalistes de pouvoir sortir pendant ce Covid, de pouvoir faire partie des professions essentielles. Je ne parle pas forcément de l'Europe, hein, ça c'est à peu près organisé, mais je parle surtout d'en Afrique et en Asie, parce qu'ils ont négocié avec leur ministère de tutelle. Quand ils ont une carte de presse dans leur pays, cette carte de presse, c'était le sésame pour permettre de passer les contrôles. Et quand cette carte de presse n'existait pas, la carte de presse internationale, je sais qu'on en a édité pas mal à ce moment-là, leur a permis de passer les frontières ou de passer tout simplement les contrôles à l'intérieur de leur pays. Et même en Europe, hein, puisqu'on a eu beaucoup d'appels des grandes rédactions, notamment France 24, RFI ou la BBC, etc. Des grandes rédactions nous ont fait appel pour qu'il y ait des éditions spéciales de notre carte de presse internationale pour voyager au Royaume-Uni, ce qui leur permettait de ne pas pour éviter la quarantaine, ou encore aujourd'hui pour arriver aux Pays-Bas ou au Danemark, puisque c'est des zones, ou même en Argentine. Je me souviens quand Maradona est mort, c'était le branle-bas de combat, tout le monde voulait aller en Argentine, mais la seule possibilité d'y aller, évidemment, c'était d'avoir cette carte. Et donc, la fameuse crise a vraiment modifié vraiment le comportement des journalistes, puisqu'ils ne travaillaient plus de la même façon, mais aussi modifier le rapport et le comportement de certains gouvernements. Et ça, tous nos rapports l'ont écrit. Il y a 1 an, on avait fait une grande étude sur plusieurs milliers de nos consoeurs et confrères dans le monde, une grande étude sur quel impact 1 mois et demi après le début du Covid, et c'était absolument catastrophique. On avait juste titré, ce qui donnait un résumé assez clair de la situation. Le Covid a vraiment affecté la liberté de la presse dans le monde. Donc là, on pourra parler évidemment de ce que ça a aussi changé fondamentalement, mais voilà à peu près pour donner un état des lieux, Jacqueline, de ce qui se passe globalement, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais même j'y rentrerai avec grand plaisir si vous le souhaitez. Ok, merci Anthony. Oui, Jean-Marie, il y a des questions effectivement qu'on peut relier. Oui, alors il y a 2 questions que j'ai sélectionnées, mais qui concernent aussi bien Estelle qu'Aline. Il y en a une, c'est la question, est-ce que par rapport à ces longues périodes et puis ces épisodes difficiles, est-ce que vous avez eu l'occasion de débriefer avec vos rédactions? Et puis il y en a une deuxième qu'on voit assez fréquemment évoquée. Vous avez été amené à intervenir sur des terrains où vous deviez cohabiter avec des personnes qui avaient les mêmes matériels que vous et qui communiquaient sur les réseaux sociaux, parfois de manière un peu intempestive. En tout cas, c'est ce que nous dit un peu le commentaire. Et comment vous faites quand vous êtes au milieu de gens qui ne sont pas journalistes, qui utilisent les mêmes outils que vous et qui peut-être interfèrent sur votre travail par la manière dont ils communiquent sur les réseaux sociaux notamment? Parfois en direct d'ailleurs. Aline? Moi, je n'ai pas débriefé avec ma rédaction, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. J'aurais dû, mais il n'y a pas eu de débrief. Mais bon, récemment, voilà, j'ai rediscuté avec notamment les gens qui chapeautent le site web sur le fait que ce serait bien qu'on échange entre journalistes qui couvrent les manifestations, qu'on échange sur nos façons de faire. Donc, c'est un début.
Sur la question sur les journalistes, les prétendus journalistes, alors moi je me méfie un petit peu. Voilà, je vous dis de pratique. Moi je me méfie un petit peu du tri entre les bons et les mauvais journalistes, les vrais et les faux journalistes. C'est assez compliqué. C'est vrai qu'il y a des journalistes qui n'ont pas forcément beaucoup de jeunes photographes qui n'ont pas forcément des cartes de presse. C'est peut-être aussi les photographes de demain. Et c'est aussi des gens dont on a beaucoup utilisé les images après coup. On était bien content qu'il y ait tous ces gens pour faire des images, notamment nous au journal. Il y a eu un très gros travail qui a été fait par notre service vidéo pour reconstituer et raconter des actes violents pendant des manifestations où des gens ont été très grièvement blessés pour savoir ce qui s'était passé. On est aussi bien content que ces gens aient fait des images. Donc voilà, moi, quand je suis sur le terrain, en tout cas, je fais pas la différence entre qui a une carte de presse, qui travaille pour une grande rédaction, qui travaille pour une petite rédaction. J'ai pas l'impression. Oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui attendent. En effet, je suis d'accord. C'est vrai qu'il y a des gens qui. Mais tout le monde aujourd'hui, je veux dire, je crois pas. Tous les gens qui font de l'image aujourd'hui braquent leur caméra dès qu'il y a un moment un peu chaud et polarisant et tout le monde braque sa caméra sur ce que fait la police, quoi. Moi, j'ai la chance, je fais de la presse écrite. Je trouve que c'est une chance dans ce contexte-là parce que justement, on est un petit peu décalé, mais je suis souvent avec des confrères photographes et qui eux aussi, quand il se passe quelque chose, essayent d'aller voir ce qui se passe pour avoir des images, quoi. Donc voilà. Alors, quand on fait la différence entre les bons et les mauvais journalistes, les prétendus journalistes et les journalistes encartés, moi j'ai toujours l'impression qu'on fait des castes et c'est pas parce qu'un journaliste n'a pas de carte de presse qu'il mérite de se prendre une GF4 dans la jambe, vous voyez. Donc ou qui mérite de se faire saisir son matériel. Il y a eu des mobilisations des sociétés de journalistes, notamment quand un journaliste s'appelle Taha Bouaf, dont certains disent c'est pas un vrai journaliste ou je ne sais quoi. Maintenant, il a une carte de presse. S'était fait saisir son matériel et y compris au Monde, hein, il y a eu beaucoup de débats. Moi, ma position à moi, qui est ma position à moi, Aline Leclerc, ça n'engage personne. C'est que quand un journaliste ou un apprenti journaliste, un futur journaliste encarté, se fait saisir son matériel, son enregistrement, alors qu'il n'a commis lui aucun méfait, à mon avis, ça devrait indigner toute la profession. Voilà, il n'y a pas de raison qu'on maltraite ces gens plus que nous. Et d'ailleurs, on l'a vu récemment, les journalistes qui ont été blessés, les journalistes les plus pris à partie ne sont jamais les journalistes des grandes rédactions. Jamais. Ce sont toujours de jeunes journalistes, ce sont toujours le plus connu finalement, les plus connus sont désormais Taha Bouaf, Rémi Buzine, Gaspard Glantz, Rémi Buzine qui finalement est peut-être celui qui est le plus reconnu, mais on s'attaque toujours à eux. Et moi, je dis toujours, à mon avis, qu'on devrait s'indigner dès qu'on s'attaque à un journaliste, quel qu'il soit, quel que soit son statut, parce qu'après, si vous voulez, si vous vous indignez pas, c'est comme si vous acceptiez en fait. Et moi, je suis pas la méga casse de journaliste, vous voyez, je suis journal Le Monde, donc moi on m'embête pas. Mais désolé, t'as pas ta carte, je vais te laisser traîner par terre ou saisir ton matériel. Pas du tout comme ça que je vis les choses. Et donc, ce que font la façon dont travaillent ces journalistes, en tout cas moi, à aucun moment ne me nuit sur le terrain. C'est le sous-entendu qu'il avait l'air d'avoir dans la question. Voilà, je vous dis, ça n'engage que moi. Les propos que je tiens n'engagent que moi, et peut-être d'autres ont d'autres positions. D'accord. Oui. Estelle, vous aviez, j'avais envie aussi de vous poser la question, notamment du débrief, parce que vous êtes en région. Je me souviens qu'on s'était vu dans un séminaire qui était en partenariat avec un club de la presse. Alors, il y a à la fois les débriefs avec les rédactions, et puis il y a parfois aussi les débriefs avec les confrères qui vivent les mêmes problèmes alors qu'ils sont dans d'autres rédactions que les vôtres. Alors oui, je réponds à votre question et après je voudrais rejoindre Aline sur ce qu'elle disait. Oui, effectivement, en fait, on a comment dire, moi j'ai pas vraiment fait de débrief avec ma rédaction non plus, c'était plus au fil de l'eau. Moi je travaillais essentiellement les week-ends, donc du coup c'était plus d'un week-end sur l'autre en disant dis donc la semaine dernière ça a été chaud, j'espère que cette semaine ça sera, voilà, c'est sur de cet ordre-là, mais c'était pas forcément très poussé ou en tout cas très précis et dans le détail, donc voilà. Mais ça a été, je peux pas dire que ça n'a pas été fait, voilà. C'est pas un vrai débrief, voilà, pour bien dire les choses. Ensuite, effectivement, j'ai ressenti moi en tant que
correspondante en région et j'ai ressenti pas mal d'isolement vis-à-vis de mes collègues, effectivement, puisque on s'est rencontrés lors de ce séminaire dont vous parlez et finalement, je découvrais en les écoutant qu'ils avaient vécu la même chose que moi finalement. Et je trouvais ça dommage une fois sur le terrain, il n'y a pas plus d'échange entre nous. Alors, il suffirait de créer un groupe WhatsApp pour régler le problème, hein, mais on n'a pas il n'y a pas ça, je sais pas comment dire, c'est pas de la. Alors que les journalistes politiques le font énormément, ont des déjeuners, tout ça, ils travaillent énormément ensemble d'une rédaction à l'autre. Mais nous, c'est vraiment c'est pas une pratique de reporter. C'est ça, pour le coup, ça pourrait nous sortir un petit peu de cet isolement-là, parce qu'on travaille beaucoup seul. Enfin, en tout cas, pour ma part, c'est le cas. Après, tous mes autres collègues, même s'ils sont à 2 ou 3 titulaires sur un poste, ils travaillent toujours seuls en mission. Mais du coup, voilà, comment faire pour essayer je trouve, en plus, donc, à un moment donné, ça nous atteignait psychologiquement quand même. Il faut le dire, ça. C'était quand même compliqué. Parfois de se dire samedi je vais aller couvrir encore la manifestation, on en était je sais pas combien de samedis, moi parfois j'avais un peu la boule au ventre quand même. Donc je savais que mes collègues vivaient la même chose, mais pas d'échange, voilà, on aurait pu se remonter le moral, on aurait pu discuter de nos pratiques, on aurait pu se dire méfie-toi, là je sens qu'il y a des ordres où c'est compliqué, faut se méfier, cet endroit-là il est dangereux, bref. Voilà, et ça n'a pas eu lieu. C'est dommage parce que je trouve que, comme tu dis, du coup, Aline, vous avez peut-être des déjeuners réguliers, nous, c'est pas le cas. Et ça, non. Ça devrait. Les journalistes qui suivent les politiques le font, mais pas du tout les reporters comme nous, non. Et je sais pas pourquoi. Et non, je sais pas non plus. Parce qu'aussi, on ne suit pas toujours la même chose. Donc, les gens sont moins… les gens qui suivent le Parti socialiste à Paris se connaissent tous, par exemple. Oui. Mais les gens qui suivent… moi, en fait, c'est rare que j'aille sur des endroits où il y a d'autres journalistes aussi, finalement, à part cette présentation. Donc, c'est peut-être ça aussi, quoi. Mais là, ce qui est étonnant, c'est que tous les samedis, on savait qu'on allait y aller, tous. Et finalement, c'était un peu dispersé. On aurait très bien pu se dire, bah, écoutez, on se retrouve un peu avant, je sais pas, de s'appeler, au moins s'échanger des numéros, créer un groupe WhatsApp sans forcément se voir, mais au moins. Et il aurait fallu que quelqu'un décide ça, et finalement, tout le monde attend un peu que quelqu'un décide et ça se fait pas, et c'est dommage. Moi, j'aurais posé une question à Catherine. Effectivement, alors, un Reporters sans frontières, j'imagine que vous avez des contacts avec les nombreux pigistes, notamment, qui, à l'étranger, couvrent des conflits, prennent des risques avec les caméramans, les photojournalistes qui, eux, ne peuvent jamais fermer les yeux et qui, au retour de ces terrains de difficulté, peuvent vivre des syndromes de traumatisme. Est-ce qu'à RSF, vous avez ce genre de personnes qui prennent un petit peu le réflexe ou qui tout d'un coup ont un besoin de débriefing et qui viennent dans ce type d'association pour raconter ce qu'elles ont vécu et peut-être attendre de votre part une cellule de psy ou des réponses à leurs angoisses? Alors, Reporters sans frontières a un service assistance qui aide les journalistes qui ont besoin d'une aide urgente à travers le monde. La plupart des bourses assistantes que l'organisation délivre, c'est notamment pour aider les journalistes à sortir le plus rapidement possible d'un pays quand ils sont menacés de mort notamment. Et donc, l'idée, c'est souvent d'essayer de les aider à s'exfiltrer au plus vite, soit en aidant à payer un billet d'avion, ou soit en facilitant aussi l'obtention de papiers pour les faire venir soit sur le sol français, soit sur le sol allemand, où on a aussi, où RSF a une grosse antenne, a une section assez importante qui est très active en termes d'assistance. Concernant le problème psychologique, une des façons d'aider les journalistes aussi, c'est de leur financer des psys, ou en tout cas, on a c'est pas nous directement qui écoutons cette parole, même si mes collègues qui sont en charge de l'assistance ou tous mes collègues qui sont sur les desks, qui travaillent sur les desks régionaux sont forcément confrontés directement à des appels à l'aide,
à simplement la détresse de certains de nos confrères, mais après on les oriente quand on peut et on leur finance effectivement des thérapeutes. Il y a des thérapeutes de plus en plus spécialisés. Ça, heureusement, je pense que c'est une prise de conscience qui a changé ces 10, 15, 20 dernières années dans la profession globalement. C'est qu'il faut prendre en compte effectivement les symptômes post-traumatiques et qu'il faut aider et qu'il ne faut pas avoir peur, parce que je pense, enfin, moi je fais partie d'une génération, Anthony aussi peut-être, où quand on était grand reporter, quand on allait sur le terrain, et ben on ne pouvait pas parler comme Aline et Estelle le font, je dirais aujourd'hui très librement. C'était beaucoup plus tabou de parler des risques, enfin de la peur et de ce que ça pouvait générer comme problème en fait chez nous-mêmes, de ce qu'on pouvait ressentir. Par exemple, parce que quand Aline disait, je disais au revoir à mes enfants le matin et j'espérais les retrouver en entier le soir, c'est le genre de choses qui étaient un peu tabou dans la profession, où en gros, un peu tout le monde, on fait les gros bras, on va aller sur des terrains difficiles, mais nous, on est dur. Et je pense qu'aujourd'hui, ça, c'est une très bonne chose. C'est que là, il faut justement, au contraire, aujourd'hui, on peut parler des peurs que l'on a, on peut parler des traumas que ça génère, de couvrir des événements difficiles, d'être dans des situations où, il faut le dire clairement, quand on est dans des situations de menace de mort, parce que ça tire de tous les côtés, que ce soit des LBD ou des vraies balles, il y a un moment, on se retrouve dans des situations extrêmement dangereuses, et c'est quelque chose de chimique, c'est le cerveau, on peut se retrouver en symptômes post-traumatiques, et c'est extrêmement important qu'aujourd'hui, les rédactions prennent compte de ça, de plus en plus de rédactions, alors peut-être pas RMC, je connais pas les mécanismes au monde, mais on sait que, par exemple, l'AFP a développé très tôt justement une cellule post-trauma, d'écoute en tout cas de tous les reporters qui revenaient de terrain. À France 24 et à France Média Monde, qui comprend RFI. RFI a été, donc j'en parle en connaissance de cause pour avoir été pendant près de 20 ans avec eux. On a été une rédaction qui a été très traumatisée par des disparitions, par des collègues qui ont été tués sur le terrain. Et au bout du 3e, 4e mort, et notamment après le décès de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon, qui a énormément encore au Mali, qui ont été abattus au Mali, ça a encore énormément choqué la rédaction. Et là, il y a eu une prise de conscience à un moment qu'il ne fallait plus être seulement dans la réaction, dans l'émotion, on a encore perdu les nôtres, qu'il fallait aujourd'hui agir et qu'il fallait prévenir les risques. Et on voit quand même de plus en plus, donc non seulement la prise en compte de la parole des journalistes un peu traumatisés, et ce n'est plus dévalorisant d'en parler, et on a aussi de plus en plus, on voit, et heureusement, les rédactions développer de plus en plus des formations pour aider les journalistes à prévenir les risques sur les terrains dangereux, que ce soit dans des manifestations aujourd'hui où tout part en live et ça devient extrêmement dangereux, que sur des terrains hostiles de conflit. Et ça, c'est une très bonne chose, et ça se voit. Ces formations, cette conscience des risques, ça se voit aujourd'hui, je pense, dans les chiffres du nombre de journalistes tués à travers le monde. On le voit, il y a un basculement, Anthony l'a évoqué tout à l'heure, on a un basculement, on a de plus en plus, avant, il y a 5 ans, on avait encore une majorité de journalistes qui étaient tués dans les pays en guerre. Aujourd'hui, ça s'inverse, c'est plutôt dans les pays en paix, parce qu'aujourd'hui, c'est le journalisme d'investigation qui devient quelque part des fois plus dangereux. Mais c'est parce que aussi, si ça devient, ce qui se passe aussi, c'est qu'on a de moins en moins de journalistes tués sur les terrains en guerre, parce qu'ils sont de mieux en mieux protégés avec des gilets pare-balles, parce qu'ils sont de mieux en mieux formés au risque, et parce qu'on prend de plus en plus en compte aussi cet aspect psychologique qui est très important, parce qu'un journaliste qui revient de terrain, qui n'est pas bien soigné, ça devient un journaliste dangereux pour lui-même sur le terrain, mais aussi pour éventuellement ses confrères avec qui il peut être dans une fuite en avant et ne plus mesurer tout à fait les risques et l'environnement dangereux dans lequel il est. Oui, merci. Juste pour les pigistes qui évoquaient, notamment pour Estelle, qui évoquait le fait que elle n'avait pas forcément pu bénéficier de formations spécifiques. Élise Descamps, qui à la CFDT suit les pigistes plus particulièrement, nous signale qu'il y a un financement AFDAS pour ce genre de formation. Et quelqu'un d'autre, dont je me souviens plus le nom, qui est intervenu, nous signale aussi que à Bayeux, je pense que c'est dans le cadre effectivement du prix sur les grands reporters, il y a effectivement aussi une formation spécifique sur ces questions-là, et notamment s'adressant aux pigistes.
Et c'est une formation, si je peux me permettre juste de préciser, c'est une formation justement qui est organisée par France Média Monde, qui s'appelle un peu le manoir et qui a été créée après, je vous disais, un peu l'état de choc qui a provoqué les derniers confrères tués à RFI, et où maintenant France Média Monde est extrêmement en pointe sur toute la formation des journalistes et la sécurité des journalistes, et ils offrent effectivement à des confrères indépendants une fois par an dans le cadre du festival Bayeux cette formation. Mais attention, il ne faut pas s'y prendre pour les gens qui seraient potentiellement intéressés. Ne vous y prenez pas au dernier moment parce que les places sont rares et sont chères. Ça coûte cher ces formations et c'est un problème d'ailleurs de les financer. C'est pas évident. D'où le rôle de l'AFDAS. Oui, tout à fait. Ouais. De l'AFDAS ou des écoles. Ou des écoles. C'est ça le problème, moi je trouve, parce que moi j'aurais aimé avoir un cours où on m'explique peut-être, et même de façon très, très simple, comment fonctionne une stratégie par exemple de la police, comment ils s'organisent pour se placer, etc. Où est-ce qu'on peut se mettre en sécurité, comment réagir, je sais pas, enfin voilà, des gestes simples. Et je pense que ça c'est l'affaire d'une journée ou même d'une après-midi, je sais pas. Mais non, tout à fait. Il y a vraiment des choses basiques à apprendre qui peuvent vraiment, en tout cas, nous épargner beaucoup de problèmes sur le terrain. Et c'est une des choses d'ailleurs, enfin après, particulièrement sur la question des manifestations, c'est des questions qui sont en débat. Alors vous le savez, il y a eu toutes ces discussions aujourd'hui cette année, qui ont beaucoup occupé les organisations de défense des droits des journalistes, dont la FIJ et RSF et le SNJ, etc., sur le nouveau schéma de maintien de l'ordre, sur le débat sur la sécurité nationale. Tout ça, c'est aussi des questions de comment apprendre. Les policiers doivent aussi apprendre à travailler avec les journalistes et les journalistes doivent apprendre aussi à travailler avec les forces de l'ordre. Ça, c'est une des clés de la sécurité, en tout cas aujourd'hui, des journalistes qui couvrent les manifestations en France, en tout cas. Si je puis me permettre, je sais qu'il est bientôt l'heure, mais 2 minutes. Estelle, alors oui, dans les écoles, c'est absolument nécessaire. Moi, j'enseigne dans une école journalisme et c'est ce que je fais. En tout cas, j'ai animé différentes formations, notamment en Syrie ou en Irak. Mais la deuxième chose, c'est de plus en plus de rédactions en France nous demandent d'intervenir et de former les journalistes. Donc peut-être, je n'ai pas reçu d'informations ni du Monde ni de la tienne, mais peut-être que dans les semaines qui viennent, ça va venir. Voilà. Après, il y a aussi quelque chose de l'ordre de faut apprendre sur le tas. Ça a toujours existé dans nos métiers où, ben oui, c'est ça qui est un peu dommage, c'est que il y a ce mythe-là du journaliste qui doit aussi apprendre à se débrouiller sur le tas. C'est un peu, et moi finalement, ma première manifestation où je me suis fait gazer, voilà, c'était, ça y est, c'est le baptême. Oui, on a besoin des deux. C'est évidemment que, enfin, une formation totalement hors sol, ça n'a pas de sens si vous n'êtes pas confronté à un moment à la réalité du terrain. Mais bien sûr, apprendre le b.a.-ba en sécurité, c'est très important pour avoir déjà des bons réflexes et savoir comment agir sur le terrain après. Complètement, je pense que c'est un peu des deux, c'est un équilibre à trouver, mais là pour le coup, c'est la fleur au fusil, entre guillemets, bien sûr, la fleur au micro, sans être formé ni rien, voilà, c'est un peu bon. C'est là où ça devient dangereux, quoi. Tout à fait. Nous arrivons au bout de notre table ronde. Bravo pour les transitions, en tout cas. Oui, absolument. Et les écoles, c'est tout à l'heure, comme quelqu'un me fait remarquer. Effectivement, les thèmes que nous avons abordés, de toute façon, vont maintenant être retravaillés, rediscutés lors des tables rondes ou des cartes blanches qui continuent. Et notamment, je crois que maintenant, il y a une carte blanche sur le syndrome post-traumatique, me semble-t-il. Donc voilà, la transition est faite. Et pour les formations, cet après-midi, il y a un débat et une étude qui a été faite auprès des écoles concernant ce sujet. Donc effectivement, on reviendra sur tous ces titres que nous avons ouverts ensemble ce matin lors de cette première table ronde. Merci à vous trois, les filles, et merci à Anthony. Et puis, j'espère que vous allez rester en ligne pour la suite de notre journée CNMJ.